Chers amis, bonjour. Condamné pour avoir commis un crime en rêve lucide. Le titre de la vidéo peut prêter à sourire. Pourtant, il est fort probable que d'ici quelques dizaines d'années, le contenu d'un rêve puisse entraîner des poursuites pénales. Je m'explique dans quelques secondes après le générique. Les rêves lucides, on le sait, sont des expériences où nous prenons conscience que nous sommes en train de rêver et où nous acquérons aussi un certain degré de contrôle sur le rêve. Alors selon moi, cette capacité de contrôler le scénario d'un rêve soulève des questions éthiques quant à nos actes et à nos actions volontaires en rêve. Et là, je fais bien référence au rêve lucide et non pas au rêve ordinaire. Tout d'abord, la question qui me taraude, la question fondamentale qui me taraude depuis des années, c'est de savoir si les rêveuses et les rêveurs lucides devraient être tenus responsables ou non de leurs actes en rêve. Alors parfois, je me dis que les rêves ne sont que des créations de l'esprit, déconnectées de la réalité physique, et par conséquent, que les actes que l'on commet délibérément en rêve ne devraient pas être condamnables dans le monde réel. Et puis, d'autres fois, j'émets l'hypothèse, comme d'autres personnes, d'autres rêveuses et rêveurs lucides avec qui j'ai déjà abordé ce thème, que les actions volontaires en rêve pourraient avoir un impact effectif sur notre état d'esprit et notre comportement en renforçant certaines dispositions psychologiques et d'un point de vue physiologique, en renforçant aussi certaines connexions synaptiques, certains réseaux neuronaux. Voilà. Alors, si ces actions sont vertueuses, tant mieux, mais qu'en est-il si on choisit, et je dis bien délibérément, de commettre de manière régulière ou récurrente des actes nuisibles, des actes immoraux ou illégaux en rêve, par exemple des viols, des meurtres ou des abus sur des personnages de rêve. Il m'arrive aussi de me dire que le rêve, finalement, c'est un exutoire qui nous offre la possibilité de nous libérer des charges pulsionnelles. Alors là, on est sur une approche un peu plus psychanalytique et en ce sens, diminuer, voire annihiler complètement le risque d'un passage à l'acte dans la réalité physique, avec pour avantage aussi d'éliminer le stress inhérent à ces pulsions contenues et de diminuer considérablement le risque de névrose. Alors, un petit peu dans la même veine, avec une approche peut-être un peu plus spirituelle ou mystique, on va dire, je me dis que la pratique du rêve lucide nous offre l'opportunité d'explorer ce qu'il y a de plus beau et puis aussi ce qu'il y a de plus vil en nous. Et ainsi, de mieux nous connaître. Comme disait le portique de Delphes, connais-toi toi-même. Et à ce titre, j'aimerais citer une célèbre phrase de Carl Gustav Jung. Je l'ai d'ailleurs affichée en grand dans mon appartement. Alors, je vous file la citation. « Ça n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en explorant sa part d'ombre. » Et pour ma part, à cette phrase, j'ai ajouté « dans ce qu'elle a de plus ténébreux ». Je considère que le travail sur l'ombre est un thème, qui me fascine et que je vais certainement développer ultérieurement dans d'autres vidéos. Voilà. Pour conclure, alors je pense personnellement que la responsabilité des rêveuses et des rêveurs lucides dans leurs actes et actions en rêve est un sujet qui mériterait d'être abordé, pourquoi pas, en fac de psycho, sociologie, voire de droit.
Voilà, mes amis, alors le débat est ouvert. N'hésitez pas à partager votre point de vue dans les commentaires. Et puis la prochaine vidéo sera aussi consacrée à ce thème. Mais là, je parlerai des outils technologiques qui nous permettent de savoir ce qui se passe plus ou moins précisément dans notre tête en termes de scénario lorsque nous rêvons. Et là, vous comprendrez que des films comme Matrix ou Total Recall sont loin d'être de la science-fiction, parce qu'on y arrive. Voilà, je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à tout bientôt pour la suite.